Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel événement autour de la fiscalité avec, j'imagine, beaucoup de questions vu le contexte actuel. Le contexte, bien sûr, vous le connaissez. Le gouvernement vient de proposer un projet de loi de finances 2025 axé autour de la fiscalité avec un certain nombre de lois qui seront ou non votées, on va en parler, et également énormément d'abattements qui concernent tous les impôts, tous les placements. De ce fait, il y a beaucoup de questions. Vous avez sûrement énormément de questions, d'où notre événement aujourd'hui et le fait qu'on invite un expert aujourd'hui, Christophe Leclerc, avocat fiscaliste chez CMS Francis Lefebvre. Bonjour. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Je t'en prie. CMS, alors Francis Lefebvre, je pense que tout le monde connaît de nom, de réputation. CMS Francis Lefebvre, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ton activité? Volontiers. C'est un cabinet pluridisciplinaire où il est agréable de travailler puisqu'on met en face des clients des spécialistes. Et quand le spécialiste est quelqu'un d'autre, c'est celui-là qui va se prononcer, à qui on peut faire appel. C'est un cabinet qui a un grand réseau international sur des problématiques qui sont souvent françaises mais aussi étrangères. Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Christophe, l'objectif du jour, pourquoi tu es là, c'est pour faire avec toi le point donc, sur les principales mesures qu'on voit ressortir, donc, je disais tout à l'heure, du projet de loi de finances et de certains amendements, des chances qu'elles auraient de passer, pour essayer de commencer à s'adapter, à mesurer à quelle sauce on va être mangé, et s'il faut faire certains arbitrages aujourd'hui, ou si au contraire, il est important d'attendre, de voir donc, ce qui va se dessiner de ce projet et de ces amendements. On va répondre aux questions de nos auditeurs et justement, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant, on y répondra, soit donc pendant ce direct, soit plus tard en replay, on répondra à toutes vos questions. On commence par faire avec toi, si tu veux bien, un peu de droit constitutionnel. On va parler de ce projet de loi de finances et des amendements. Moi, personnellement, on a du mal à suivre. Il y a un projet qui sort avec des lois, il y a des nouvelles lois qui arrivent derrière, des lois qui sont votées, pas votées, ressorties. On ne sait même pas quand est-ce que tout ça va être fixé. Pour l'instant, on est dans le brouillard. Est-ce qu'avant de faire, on va faire pas toutes, mais certaines lois, est-ce que tu peux nous parler un peu du fonctionnement global de ce projet, des amendements qui vont avec et du calendrier quelque part de vote? Alors, je rassure nos auditeurs, je ne suis pas constitutionnaliste, donc on va faire bref et on va en rester aux éléments essentiels. C'est retour au PLF depuis lundi, PLF, projet de loi de finances, c'est-à-dire celui qui avait été présenté par le gouvernement le 10 octobre dernier et déposé le lendemain sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et incertitudes qui vont continuer, alors même que les mesures peuvent pour certaines s'appliquer sur les revenus de l'année en cours, ce qui est extrêmement anxiogène, et probablement dissipation des incertitudes vers le 21 décembre, pas avant, 21 décembre correspondant à l'expiration du délai de 70 jours qu'a le Parlement pour se prononcer sur le projet de loi de finances qui inclut un volet recettes, celui qui fait l'objet de tant de discussions à ce moment, et puis un volet dépenses, puisque ce volet doit être examiné à partir de début novembre. Donc d'ici là, on va voir plusieurs allers-retours entre le projet de loi de finances, les députés qui rajoutent des amendements. Beaucoup d'amendements, pas tant que ça d'allers-retours, et des possibilités de 49.3 par le gouvernement qu'il ne faut pas négliger. Pas tellement d'aller-retour entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il n'y a qu'une seule lecture en principe. Où est-ce qu'on en est? Donc on disait tout à l'heure, on a eu un projet de loi de finances dans laquelle, on en reparlera, il y a deux mesures importantes, la contribution différentielle sur les hauts revenus et puis la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value pour les loueurs en meublé non professionnels. Ça, c'est le projet du gouvernement. C'est le projet du gouvernement. Il y a d'autres petites choses, pas si petites que ça d'ailleurs quand on est concerné, mais qu'on commentera moins dans le cadre de cet échange. On revient à ça. Ce qui s'est passé les dernières semaines, c'est que la Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné à peu près 1800 amendements, on a adopté environ 200, et à l'issue de ça, c'était samedi soir dernier, en fait, n'a pas adopté le texte né du projet du gouvernement, amendé par les amendements adoptés de façon successive. Et ça a entraîné un retour à l'Assemblée nationale de ce projet originel du gouvernement. Alors ça ne s'arrête pas là, et on a dit qu'on allait faire court.
Il y a à peu près 3500 amendements qui reprennent les amendements qui avaient déjà été déposés devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. 3500 amendements qui vont être examinés par l'Assemblée nationale dans son entier, qui doit se prononcer sur cette partie recette d'ici le 29 octobre. Enverra un texte au Sénat qui aura une opportunité de déposer lui aussi un certain nombre d'amendements. Et si les deux assemblées ne se mettaient pas d'accord, il y a un système de commission mixte paritaire qui tranchera sur un texte composé de 7 députés et sénateurs. Et si ça n'était pas tranché, il y a une possibilité ultime, soit une intervention, le dernier mot étant laissé à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale n'adoptait pas un texte, il y a dans l'intervalle les possibilités de 49.3 et ultimement des possibilités de prise d'ordonnance. Je te résume si j'ai bien compris, tu me dis si j'ai bien compris. Ce qu'on a aujourd'hui donc, c'est un texte, le projet de loi de finances, qui est finalement assez bien cadré par le gouvernement, qui a finalement de bonnes chances d'être appliqué, adopté, puisqu'il est finalement très peu remis en cause, ce projet de loi. Donc on va pouvoir parler de ça. Et on a aussi un grand nombre d'amendements où là c'est plutôt de l'incertitude. On va essayer ensemble de voir les principaux amendements qui peuvent se dessiner, et notamment plutôt que de faire un par un, et je crois que tu disais il y en a quoi, il y en a 2000 3500. 3500, donc on n'a pas le temps de faire 10 minutes par. On va plutôt faire par poste, c'est-à-dire par impôt ou par placement, et de voir un peu tout ce qui peut être concerné. On va voir l'impôt sur le revenu, l'immobilier, l'assurance vie, etc. On va commencer par l'impôt sur le revenu si tu le veux bien. Un dernier mot avant, si tu permets. Le 49.3, c'est cette capacité du gouvernement à dire je me passe du vote de l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde le connaît maintenant, le 49.3. Avec possibilité de motion de censure déposée par un dixième des députés et dans les 24 heures. Et si jamais moitié des députés votent la motion de censure, à ce moment-là, le gouvernement censuré. Donc il y a une sanction possible, mais à tout moment, le gouvernement peut, sur le texte originel ou sur un texte modifié par des amendements, aller de l'avant et s'affranchir du vote de l'Assemblée nationale. Une raison de plus de penser que le projet... ce qui rajoute à la certitude. Voilà. Et ce qui effectivement, comme tu le dis, laisse penser qu'il faut distinguer le projet du gouvernement aujourd'hui et un certain nombre d'amendements. On ne les verra pas tous, mais il y en a un certain nombre d'intéressants dans le paysage, puisqu'adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale et par certains députés en particulier. D'accord. Promus par certains députés en particulier. Transition parfaite. On va commencer par parler de l'impôt sur le revenu, du projet de loi de finances et donc de la mesure phare, on va dire, de ce projet. C'est la contribution différenciée, c'est ça, sur les hauts revenus. Il existe déjà une contribution exceptionnelle. Si tu peux nous clarifier ça aussi, mais du coup, on prévoit un changement vis-à-vis de ces hauts revenus. Je te laisse expliquer à nos hauts revenus. La contribution exceptionnelle sur les revenus, celle qui existe déjà, elle s'applique au contribuable qui a un revenu fiscal de référence pour un contribuable célibataire supérieur à 250 000 € et pour un contribuable en couple, marié ou pacsé, 500 000 €. Et elle s'applique à un taux de 3 ou 4 %. Il y a un petit barème progressif. Ça, c'est l'existant. C'est l'existant. Ça se rajoute à l'impôt sur le revenu pour ceux qui sont à des niveaux de revenus qui atteignent ce revenu fiscal de référence, qui est un revenu qui prend en compte non seulement le revenu imposable, mais la plupart des revenus exonérés ou abattus. À cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus se rajouterait une contribution différentielle sur les hauts revenus. Il y a une partie commune, c'est que cette contribution différentielle sur les hauts revenus aura le même champ d'application. En tout cas, on considère les contribuables qui sont dans le champ, ce sont les célibataires à partir de 250 000 € de revenu fiscal de référence ou le couple marié ou pacsé, quel que soit le nombre d'enfants, à partir de 500 000 €. Simplement, c'est un mécanisme de taux minimal. Une fois, pour ceux qui sont dans le champ, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je prends 20% que je multiplie par un revenu fiscal de référence avec un certain nombre de retraitements. Ce sera intéressant de reparler d'un ou deux retraitements. Ça me donne une imposition minimale due par le contribuable, le cas échéant, et je compare ça avec son impôt sur le revenu majoré de sa contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et puis, il y avait majoré de quelques pouillèmes en cas d'enfant ou de situation de couple. Voilà. Et s'il y a une différence, donc il y a un résultat qui fait qu'il y a une contribution minimale à payer, il y aura un complément à verser au titre de cette contribution minimale dont il est prévu qu'elle s'applique
dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement de façon temporaire sur les revenus 24, 25 et 26. D'accord. Donc, la personne qui, aujourd'hui, est concernée par la contribution exceptionnelle, donc l'existant, sera forcément, à moins d'une baisse de revenus cette année, concernée par cette nouvelle contribution. Et en fait, si je comprends bien, c'est toutes les personnes qui sont dans cette contribution exceptionnelle, mais qui, par, on va expliquer comment, optimisation fiscale, se retrouvent avec un taux d'impôt malgré la contribution inférieure à 20%. Là, la différence, ils vont devoir la payer. Si on était à 18%, on va pouvoir devoir payer 2% d'impôt supplémentaire. Je schématise sans doute un peu, mais la philosophie, c'est ça. C'est ça l'idée. Et donc, dans quel cas on se retrouve avec une contribution exceptionnelle à payer et pour autant un taux d'impôt inférieur à 20%? Alors, ce taux minimal, il vise essentiellement les personnes qui ont d'importants revenus du patrimoine et des placements. Pourquoi ? Parce que ces personnes bénéficient jusqu'à présent de ce qu'on a appelé la flat tax ou le PFU. On va voir qu'il est question d'en relever le taux. La flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, qu'est-ce que c'est? Pour mémoire, c'est 30%. Une imposition à un taux forfaitaire de 30%. Ça se décompose en réalité en deux éléments. L'impôt sur le revenu à 12,8% et le total des prélèvements sociaux, CSG, CRDS, etc., à 17,2%. C'est ça qui fait 30%. Quand on dit taux minimal de 20%, c'est dire potentiellement le 12,8 devient 20. Donc le 30 devient 37,2 et pas le matin. D'accord. Donc 12,8 au lieu de 20. Une fois qu'on a dit ça, ça se modélise, on en apprend beaucoup de choses parce qu'on part d'un revenu fiscal de référence retraité. Alors il y a eu un certain nombre d'observations. Il y en a une qui a eu une certaine résonance, il faut peut-être en parler, c'est la circonstance que dans ce revenu fiscal de référence retraité sur lequel s'appliquerait le taux de 20%, les revenus dits exceptionnels, ceux qui vont bénéficier de ce qu'on appelle le système du quotient, ne seront pris en compte que pour un quart de leur montant. Un revenu exceptionnel, c'est un revenu qui est exceptionnel par sa nature, le contribuable ne va le toucher qu'une fois, et par son montant. On regarde en arrière par rapport à une moyenne de revenus sur les trois derniers exercices pour juger du point de savoir si son montant est exceptionnel. Et si on est dans une telle hypothèse, alors la base du 20%, c'est un quart du revenu. Un revenu exceptionnel, ça peut être, sous certaines conditions, une plus-value réalisée par un dirigeant qui part en retraite. La question peut se poser de savoir si ça ne peut pas être une distribution massive de dividendes. La question peut se poser de savoir si ça ne peut pas être une typologie de revenus. De façon intéressante, ces revenus exceptionnels sont d'ailleurs définis sur le site de l'administration fiscale. Donc ça pose une vraie question du caractère exceptionnel ou pas de certains revenus qui sont souvent les revenus d'une vie. Qu'il faudrait donc peut-être privilégier pour éviter... Il y a une étude en tout cas à faire sur la qualification. Après, il y a d'autres petites choses, on ne va pas les dire toutes, mais une cession immobilière avec une plus-value taxable importante, c'est-à-dire la plus-value immobilière est prise en compte dans le revenu fiscal de référence. Donc si on a une plus-value immobilière taxable supérieure à 250 000 ou à 500 000 euros, on est dans le champ. Et en l'état, les plus-values immobilières, c'est taxé à 19. Mais avec un taux minimum à 20%, par exemple, ça ne serait pas 19, ce serait 20 demain. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est peut-être trop compliqué. Un point que je rajouterais, c'est pour les personnes qui défiscalisent et qui, du coup, le risque serait, dans défiscalisant, de se retrouver avec un taux qui serait avant défiscalisation au-dessus de 20 et puis après en dessous. Ce qu'il faut faire, du coup, c'est de se défiscaliser jusqu'à ce taux de 20. Il faut se rapprocher de son conseiller. De son conseiller ou de son avocat fiscaliste. Tu as raison de son conseiller. Là, je pense que pour essayer de viser, qui sera le mieux placé pour ouais. effectivement monitorer les choses. Parce que la défiscalisation ne permettra pas d'échapper à la contribution le cas échéant, mais généralement quand on défiscalise, c'est une défiscalisation de revenus qui sont au barème et non pas au PFU. Flat tax, tu disais, donc flat tax 30%, 12,8, 17,2, et puis donc peut-être qu'elle augmentera dans déjà général 33 et cas particulier à 35, c'est ça?
Là, ça permet de faire le tour, effectivement, des quelques amendements qui ont été adoptés sur ce sujet-là. Tu as raison, il a été proposé un relèvement, indépendamment de ce taux minimal, un relèvement du prélèvement forfaitaire unique de la flat tax à 33%. Et pour certaines distributions, les distributions faites par les sociétés qui ont plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui se calent sur un montant de distribution par rapport à une moyenne entre les années 2017 et 2021 plus importante. Là, on a un taux qui est relevé non pas à 33, mais à 35 pour l'année 2025 uniquement, alors que la mesure de relèvement à 33 serait une mesure pérenne. Et puis, il faut parler, puisqu'on a parlé de la contribution différentielle sur les hauts revenus, ce qui a été proposé et adopté en commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était la pérennisation de cette contribution, un alignement du revenu fiscal de référence. On ne fait plus de retraitement, on oublie les retraitements, et puis un certain nombre d'ajustements sur l'assiette. Voilà. Okay. On passe maintenant, si tu le veux bien... On peut penser, en tout cas, pour revenir sur l'observation que tu faisais tout à l'heure, que parce qu'elle est dans le PLF, malheureusement, dirait-on, elle ne semble pas faire beaucoup de débats. Les amendements l'ont plutôt aggravé dans les modifications. Il ne s'est pas agi de la remettre en cause. Donc on peut penser qu'elle a des chances, une probabilité assez forte d'être menée à terme. Autre mesure, la deuxième mesure selon nous phare du projet de loi de finances, c'est sur l'immobilier. Donc on va parler de l'immobilier. On va commencer par parler de cette mesure-là qui concerne les loueurs en meublé non professionnel avec potentiellement du coup un durcissement de la fiscalité au moment de la revente. Tout à fait. Pour les cessions à compter du 1er janvier 2025, ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est de réintégrer à la plus-value taxable les amortissements qui avaient été pratiqués lors de la location en meublé du bien. Je rappelle que la location meublée a cet avantage de pouvoir déduire en sus des dépenses un amortissement sur la partie construite du bien. Sur la région parisienne, c'est quelque chose de l'ordre de 30%. Et ça dépend évidemment des modalités d'amortissement. Il y a une décomposition du bien immobilier à effectuer. Et on pouvait non seulement faire ça, et donc écraser la plupart des revenus locatifs pour les besoins de l'imposition, mais également ne pas être perturbé par cet amortissement lors de la sortie dans le calcul de la plus-value. Ce serait la fin pour les cessions à compter du 1er janvier 2025. Là, si on enchaîne tout de suite sur ce qui s'est passé, il y a eu un amendement qui a proposé de restreindre cela uniquement aux locations de courte durée, c'est-à-dire les locations à la semaine, au jour, à la semaine ou au mois, en disant finalement la mesure, elle est allée au-delà de ce qu'elle voulait, on risque de décourager l'offre locative meublée quand on est sur des lots meublés qui sont des meublés avec des contrats d'1 an, des baux d'1 an ou des baux étudiants. Et puis, il y a eu d'autres mesures, notamment donc un autre amendement adopté qui propose une réforme des abattements pour durée de détention et une réforme du taux d'imposition des biens immobiliers. On nous dit, à partir, pour les cessions, cette fois à compter, pour les terrains à bâtir à compter du 1er janvier 2026 et pour les autres biens immobiliers à compter du 1er janvier 2027, fin des abattements pour durée de détention, remplacé par une revalorisation du prix d'acquisition sur la base de l'inflation, ce qui est évidemment beaucoup moins avantageux. Ça, c'est la base, c'est les modifications de la base. Et le taux, c'est de dire, aujourd'hui, une plus-value immobilière taxable, c'est 19% d'IRPP, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ça fait un total de 36,2. C'est de dire, à la place des 36,2, on met le PFU, le 30%, qui peut-être demain passera à 33 ou à autre chose. L'idée derrière, c'était créer un choc d'offres dans les 2 ans à venir. C'est un amendement à suivre parce que présenté par le député Mattei. On a également en marge des sujets liés à une condition de détention pendant 5 ans de la résidence principale pour bénéficier d'une exonération totale. Et puis des mesures telles que le rehaussement de l'abattement applicable aux microfonciers de 30% à 50% pour les revenus jusqu'à 15 000 € annuels, et puis des réformes du régime des meublés de tourisme avec des modifications de plafond. Je te reviens juste sur un point qui me semble important, c'est pour les bailleurs aujourd'hui qui sont en meublé et qui se posent la question, clairement, vu le durcissement, est-ce que je ne devrais pas vendre aujourd'hui? Ce qu'on dit, on en a parlé juste avant, c'est que pour le 1er janvier 2025, la mesure qui est prévue dans le projet de loi de finances, elle durcit
puisqu'on ne pourra pas utiliser les amortissements, mais malgré tout, la personne pourra utiliser son abattement pour durée de détention, donc ce qui rend la fiscalité, on va dire, un peu plus élevée. Ce qui est beaucoup plus important en revanche, c'est cet autre amendement, celui qui pourrait supprimer l'abattement pour durée de droit de détention, et qui fait que celui-là, dans ce cas-là, il faut se poser des questions sur vendre ou investir dans le meublé aujourd'hui pour ceux qui souhaitent investir. Par contre, c'est au 1er janvier 2026 ou 27. 27 pour la plupart des biens, le terrain à bâtir, 1er janvier 26. Donc c'est peut-être pas maintenant qu'il faut se poser la question, mais il faudra certainement se la poser l'année prochaine si de telles lois peuvent être votées. Tu as raison, tu poses la bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut en tirer pour nos auditeurs? Bon, alors une remarque préliminaire et puis une remarque de fond. L'observation préliminaire, c'est que pour ceux qui ont un compromis en cours, une vente en cours, il vaut mieux la finaliser au plus tard le 31 décembre 2024. Pour les autres, il y a deux logiques sur la remarque générale. Soit on est en régime de détention longue, de capitalisation des revenus, et on peut être moins concerné par ce qui se passe à la sortie. On l'est, mais ça reste moins important dans la gestion des revenus et la gestion financière de façon générale. Ça peut même inciter à peut-être revenir à des intermédiations via des sociétés, à l'impôt sur les sociétés, ou notamment pour capitaliser les revenus. Quand on n'est pas dans une détention longue, on va devoir se poser des questions, et il y a possiblement, c'est pas voté, c'est un amendement qui a été adopté, mais aujourd'hui ça ne veut rien dire, on ne sait pas si ce sera définitif, mais en tout cas si ça l'était, ça veut dire que les choses ont véritablement changé pour ceux qui n'ont pas détenu pendant 30 ans, puisque je rappelle qu'au bout de 30 ans aujourd'hui, normalement on est totalement exonéré, ceux qui auraient une plus-value taxable importante, ça sera majoré de façon importante si la cession se fait à compter du 1er janvier 27, et ça pourrait inciter à la faire plus tôt. On passe maintenant à l'assurance vie et le PER, avec surtout des amendements qui pourraient concerner ces deux placements. Donc, nos auditeurs ont des placements préférés des Français, donc nos auditeurs. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler assurance vie PER aujourd'hui, l'imposition sur les revenus? On a parlé de contribution exceptionnelle, donc est-ce que ce serait concerné et de l'augmentation de la flat tax, est-ce que ce serait concerné aussi? Alors, la flat tax peut concerner les revenus sur les primes qui ont été versées après le 27 septembre 2017. On rappelle que pour les primes qui ont été versées antérieurement, on est sur des régimes de prélèvement libératoire, donc ça reste libératoire. Si la flat tax augmente, en revanche, ça peut toucher des produits sur cette typologie de primes versées avant le 27 septembre 2017, notamment dans l'hypothèse de détention pendant moins de 8 ans ou de détention pendant plus de 8 ans quand le total des primes qui ont été versées sur les contrats est supérieur à 150 000 euros. Donc oui, la flat tax peut avoir une incidence, et pour le reste, on a une application de la CEHR, puisque les revenus de l'assurance vie sont dans la contribution, et possiblement demain, il pourrait y avoir un bousculement compte tenu de cette contribution différentielle sur les hauts revenus. On a autre chose aussi qu'on a vu passer, c'est un amendement qui concerne la fiscalité sur les droits de succession de l'assurance vie, l'avantage fiscal de l'assurance vie avant 70 ans, avec des modifications qui pourraient avoir lieu si un tel amendement était voté. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui pourrait se passer et est-ce que ce serait, comme on a pu le lire, la réponse ce sera non, hein, mais la fin des avantages fiscaux de l'assurance vie avant 70 ans? Non, ce n'est pas la fin des avantages fiscaux, c'est la possible remise en cause de certains avantages, mais l'assurance vie en conserve de nombreux. Ce qui est en jeu dans cet amendement adopté, c'est la circonstance que les versements sur l'assurance vie qui étaient effectués avant 70 ans étaient exonérés de droits de succession s'ils ne dépassaient pas 152 500 euros. Et au-dessus, on avait des prélèvements sui generis qui étaient particuliers, inférieurs aux droits de mutation, de succession en ligne directe. Qui sont de 20 à 25%. 20 et 31-25. Oui. Pour ceux qui s'appliquent, effectivement, pour les autres qui ont été relevés et alignés sur le barème. Que j'ai plus tout à fait en tête, mais il faudra reprendre. Qui débute à 5 et qui peut monter jusqu'à 60. Donc tout à fait. On parle surtout de cette fiscalité limitée de l'assurance vie à 20
ou plus, mais certainement pas 60. Et donc ça pourrait être aligné sur ce niveau-là. Ça pourrait être aligné sur ce niveau-là, mais ça 152 500 ça reste après abattement. Voilà, donc ça, c'est pour rassurer tout le monde. L'abattement de 152 500 € pour les versements avant 70 ans n'est pas du tout remis en question par un quelconque amendement. Tout à fait. Et au-delà, l'assurance vie d'abord a des vertus en termes d'organisation familiale, puisque c'est quelque chose qui est hors succession. Et donc ça conserve de ce point de vue-là des avantages. Et puis, pardon, il y a des avantages. On parle donc de certains rognements, on va le dire comme ça, pas négligeables, mais c'est le sens du temps. En matière de succession, il y a d'autres avantages à l'assurance vie, à pouvoir capitaliser des revenus avec une enveloppe relativement protégée quand on est sur des systèmes de détention longue, avec un certain nombre d'abattements. Là, je parle ici d'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut dire à nos clients, ce qu'on leur dit, qu'on leur disait même avant ce projet de loi, c'est que l'assurance vie, ça restera un outil formidable pour sa succession, pour les versements avant 70 ans, jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc il faut remplir son assurance vie jusqu'à ces abattements-là en fonction du nombre de bénéficiaires que vous avez, et qu'au-delà, il y a d'autres solutions qu'on pourrait privilégier. Nous, on pense par exemple au contrat de capitalisation, qui est un formidable complément à l'assurance vie, une fois qu'on a du coup rempli tous ces abattements. Tout à fait, et au-delà, il y a d'autres avantages à l'assurance vie. C'est vrai. Les PER, il y a également est visé aussi par un amendement pour ces avantages en termes de droits de succession aussi. Oui, alors ce sont des amendements qui n'ont pas été adoptés, mais ils sont à suivre parce que présentés par Monsieur de Courson, qui avait fait partie qui avait rédigé avec un certain nombre de députés la commission des finances de l'Assemblée nationale un rapport d'information sur la fiscalité de l'épargne retraite par capitalisation, qui a formulé un certain nombre de propositions. Là, l'idée de l'amendement, c'était d'opérer un rattrapage fiscal des sommes qui avaient été déduites à l'entrée par le titulaire d'un plan d'épargne retraite, qui était ce plan d'épargne retraite sur lequel il y a eu des déductions, la personne décède, il se retrouve dans la succession, il y a l'idée de taxer les héritiers à l'impôt sur le revenu des sommes qu'ils sont amenés à retirer de ce PER pour assurer une continuité dans la déduction d'une part et la taxation à la sortie d'autre part. En contrepartie du fait de gommer la valeur de ces réintégrations à l'impôt sur le revenu, de les sortir de la base soumise au droit de succession. Si je veux faire plus simple, c'est l'idée d'une continuité entre la personne qui avait ouvert le PER et ses héritiers qui ont le PER et qui auront à réintégrer les sommes dans l'IRPP. Voilà, et peut-être du coup la fin de cette optimisation fiscale, le PER, placement épargne retraite, qui aujourd'hui sert effectivement à préparer sa succession, mais un abattement pris comme ça, effectivement, annulerait l'avantage successoral du PER, bien évidemment pas l'avantage fiscal des versements sur la réduction d'impôt. Continuons sur les thèmes de succession. Au-delà de l'assurance vie PER, il y a d'autres amendements qui sont intéressants. On parle de modifier certains abattements, alors je ne sais pas, frères et sœurs ou petits-enfants. Tout à fait. Alors c'est plutôt un encouragement à donner, étant rappelé que bon, évidemment, il faut avoir la décision de donner, mais le fait générateur de l'impôt, c'est la date de la donation. Donc, il y a une protection du point de vue d'une rétroactivité des textes. Une fois qu'on a dit ça, c'est plutôt encourageant pour donner, parce que ces amendements qui ont été adoptés, dont on parle, il y en a deux intéressants. Le doublement des abattements, tu en parlais, dont peuvent bénéficier les frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est 15 932 €, ça passerait à 31 865. Le doublement des abattements en faveur des neveux et nièces, 7 967 qui passe à 15 932. Et puis un nouvel abattement, 31 865 € pour les enfants conjoints et les petits-enfants de conjoints qui ne bénéficiaient pas d'abattement. La contrepartie, il y a toujours des questions de rééquilibrage, c'est la création d'une nouvelle tranche à 49% dans le barème applicable aux donations-successions entre conjoints et partenaires ou en ligne directe pour une tranche à 49% qui commence à 3,6 millions. D'accord. Voilà. Et l'autre mesure, c'était l'encouragement de la donation pour permettre l'achat immobilier, la donation pour achat de logements neufs.
l'idée que la donation de somme d'argent qui est consentie à un enfant, un petit enfant, un arrière-petit-enfant, ou s'il n'y a pas cette descendance, un neveu ou nièce, est exonérée de droits de donation dans la limite de 150 000 € par donateur. Si elles sont affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du 6e mois qui suit le transfert à l'acquisition d'un logement à usage de résidence principale du donataire, qui le conserve pendant 6 ans, et un logement qui fait l'objet de travaux neufs. On l'écrira en commentaire. Voilà, c'est un exemple de mesure où c'est ciblé, et donc ça devient très compliqué. Voilà. Tu voulais parler du pacte Dutreil, on voulait parler du pacte Dutreil, je voulais que tu parles du pacte Dutreil plutôt. Oui, parce que ça permet de rappeler qu'on a dit, on encourage à ce que les pactes Dutreil soient finalisés dès qu'on le peut. Cet outil est vraiment important. Le pacte Dutreil, qu'est-ce que c'est ? En 2 mots, il permet sous certaines conditions, et notamment sous la condition d'un engagement collectif de conservation de 2 ans, suivi d'un engagement individuel de conservation de 4 ans pris par le donataire, l'héritier ou le légataire, de faire bénéficier la transmission de l'entreprise familiale, qu'elle soit transmise par donation ou par succession, d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit sur une base de 3/4 de la valeur. Donc ne sont taxés aux droits de donation et de succession que 25% de la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est dans le viseur du... Et ça, c'est très important pour l'économie, et il y a eu 3 amendements adoptés avant que le texte amendé ne soit rejeté. Les 3 amendements, ils sont assez nucléaires. L'enjeu, c'est calculer les plus-values de cession des titres transmis dans le cadre du régime Dutreil par différence entre le prix effectif de cession et leur valeur au jour de la transmission abattue de l'exonération de 75%. Pour en dire un petit peu plus, quelqu'un qui cédait les titres de l'entreprise qu'il venait de recevoir en donation ou succession, enfin à l'expiration de l'engagement de conservation, partait du prix de cession et imputait sur ce prix de cession la valeur soumise au droit de donation diminuée de l'abattement de 75%. On ne pourrait plus abattre cette valeur de 75%. Là, la logique du législateur, tout de même, c'est de dire, l'idée, c'est de permettre la conservation de l'entreprise, et donc on veut empêcher la cession. Donc il y avait un effet d'optimisant du point de vue de la cession, on veut y mettre fin. A priori, c'est des choses dont on peut se poser la question de savoir si elles ne s'appliqueraient pas dès 2024. Donc là, pour faire simple, ton message, il est clair. Il dit... Si jamais vous êtes en train d'envisager de faire le pacte Dutreil, il faut se dépêcher. Il faut toujours, quand on avance, il faut avoir les moyens éclairés de prendre sa décision. Souvent, c'est qu'on ne sait pas, et donc là, il faut les poser. Par exemple, sur la contribution différentielle sur les revenus, il y a un certain nombre ça se modélise, et puis les clients peuvent ensuite prendre la décision selon le coût que ça représente et leur projet. Mais faut pas. Il y a des effets de rétroactivité, en tout cas, c'est pour ça qu'on en parle. La deuxième mesure, parce que le temps passe, qui est importante, c'était l'idée de restreindre l'assiette de l'exonération de 75% à la seule fraction de la valeur vénale des parts transmises qui correspond à des biens qui sont affectés à l'activité opérationnelle de la société transmise. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est important. C'est l'idée, on avait 75% sur la totalité des titres, et là, on pourrait avoir à faire un tri assez fouillé. Et puis, il y a une petite mesurette sur le sujet de s'il y a une donation sous le régime Dutreil, donc avec cet abattement, il faut qu'au moins un des donateurs ait un âge compris entre 18 et 70 ans au moment de la donation. Alors, on a presque terminé, Christophe. Je voulais faire un point sur l'impôt sur la fortune. Alors, moi, j'ai rien vu. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient passer sur... on avait parlé pourtant de possible retour de l'ISF, donc de la forme de l'impôt sur la fortune avant l'IFI. Est-ce qu'il y a des amendements au projet de loi de finances n'est pas concerné? Est-ce qu'il y a des amendements que tu aurais vus sur ce sujet? Il y a un amendement et une remarque. La question, c'est le sujet d'une éventuelle prise en compte de la contribution différentielle sur les hauts revenus dans le plafonnement pour les besoins de l'IFI. La question se pose, la liste qui a été posée pour la prise en compte des impositions n'est pas limitative. Ça, c'est la remarque. L'amendement, c'est vraiment très à la marge. Pour l'instant, on n'a rien vu. Tu as tout à fait raison. C'est les réductions pour dons qui passeraient de 75% à 66% à compter de l'IFI 2025.
pour aligner le taux de la réduction avec la réduction en matière d'IRPP, sauf le cas particulier des 75% sur des donations très spécifiques dans la limite de certains plafonds. Christophe, merci beaucoup. Merci pour cet exercice qui est, vous l'avez vu, pas simple, étant donné qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur le sujet. Merci d'être venu. Et évidemment, nous, on est là pour répondre à toutes vos questions. Comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra le plus rapidement possible. Puis nous, j'espère qu'on se verra rapidement. Sans doute d'ici la fin de l'année, une fois que le projet sera bien clarifié pour refaire ce type de points. Peut-être même avant si on a des nouveautés tellement importantes qu'il faut qu'on se revoie plus vite. Merci de m'avoir invité, Gauthier. Merci à toute l'équipe et merci à mon équipe de m'avoir permis de présenter aujourd'hui ces éléments. Merci, à bientôt.